Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. La question des marchés publics ne suscite pas vraiment l'intérêt des acteurs du développement. C'est pourtant l'une des pierres angulaires d'un État fonctionnel. Les marchés publics seront au centre de nos échanges aujourd'hui pour deux raisons principales. Tout d'abord, sans marché public efficace, les hôpitaux sont privés de médicaments, les enseignants privés de manuels scolaires et les villes privées de routes et infrastructures. Et chaque fois que vous lirez dans la presse un article faisant état d'une pénurie de médicaments dans les hôpitaux, d'un manque de manuels dans les écoles ou d'une carence de réseau routier, vous pouvez vous dire sans doute qu'il s'agit d'un problème de passation de marché. Ensuite, sans marché public efficace, les finances sont dilapidées à grande échelle. Les marchés publics sont donc une manifestation tangible de l'État dans le quotidien des citoyens et la gestion de ces marchés publics demande davantage de transparence et surtout l'implication des citoyens eux-mêmes. Qu'est-ce que les marchés publics concrètement? Comment sont-ils réalisés? À quel niveau se situe le rôle des populations qui doivent en bénéficier? Autant de questions auxquelles nos invités tenteront de répondre. Nous sommes avec le professeur Adjo Gebi Noël. Vous êtes doyen de l'université, de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de l'Atlantique. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec vous ici en studio, monsieur Bro Yao, vous êtes le directeur des régimes particuliers et de la réglementation. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Alors, au passage, on profite pour saluer le directeur général, monsieur Youl Sansan, qui accomplit quand même un travail remarquable au niveau des marchés publics en Côte d'Ivoire. Et aussi un autre téléspectateur et auditeur, un fidèle de l'émission Éco-Débat. Il s'agit du ministre d'État, du ministre de l'économie du Bénin, monsieur Romuald Ouadani, qui nous suit aussi. Et sans doute, nous allons profiter pour poser ces quelques questions avec vous tout à l'heure. Alors, les marchés publics, comment est-ce qu'on doit comprendre les marchés publics? Concrètement, c'est quoi les marchés publics, professeur? Je vais essayer, parce qu'il s'agit là d'un problème très technique et non juridique. Plus ou moins juridique, on va dire. Le marché public est un contrat administratif à titre onéreux conclu entre un organisme international, un organisme public et un autre organisme privé ou public. Ça dépend. Alors, quelque part, on nous parle des marchés publics qui sont conclus avec des privés. Mais ces privés sont constitués d'un ensemble d'individus et ces privés peuvent être soit des associations. Mais il s'agit là de sociétés civiles, des associations ou bien des groupes de gens qui veulent travailler, qui ont un besoin, du moins, quel besoin ils veulent atteindre. Ça peut être un besoin en matière de fourniture, ça peut être un besoin en matière de services, ça peut être un besoin en matière de travaux, et ainsi de suite. Cependant, une définition donnée ainsi ne suffit pas du tout pour essayer de cerner les marchés publics. C'est pourquoi il serait intéressant de voir qu'est-ce que c'est qu'un contrat à titre onéreux. Il faut faire la différence. Bien que ce contrat à titre onéreux s'inscrit dans les contrats synallagmatiques, bien sûr, n'est-ce pas? Il est totalement différent d'un contrat à titre gratuit. Ce qui veut dire tout simplement que les deux parties au contrat s'obligent d'avoir quelque chose d'une partie ou des deux parties. Voilà. C'est-à-dire, je donne, j'envoie mon marché, on me donne de l'argent, je donne aussi, ainsi de suite. C'est pour dire qu'il y a là deux personnes qui s'en occupent. Mais au-delà de cela, au-delà de cette définition, pour montrer le critère contrat à titre onéreux, il y a d'autres éléments. Il y a plusieurs formes de rémunération. Ça dépendra de ce que les parties au contrat vont se dire. L'acheteur plus le co-contractant. L'acheteur, le co-contractant. Alors, permettez-moi justement, je vais rebondir. M. Brouillard-Paul, vous qui suivez ces dossiers, j'ai préféré commencer d'abord par voir ce que nous, citoyens, comment est-ce qu'on conçoit ces marchés publics et vous, techniquement, qui êtes sur ces dossiers, comment est-ce que vous concevez ou bien comment est-ce que vous définissez les marchés publics et est-ce qu'il existe des procédures spéciales de passation de marché, justement? Est-ce que tout le monde peut se lancer comme ça, tout opérateur? Merci. Je voudrais, abonder dans le sens du professeur pour dire que les marchés publics doivent être perçus comme des contrats, mais un contrat qui soit nécessairement écrit, qui serait conclu entre une autorité contractante, évidemment, qui est une administration centrale, une collectivité territoriale, une institution de la République,
contrat qui serait passé avec une entité en règle générale privée, donc un opérateur économique privé, aux fins de répondre aux besoins de l'autorité contractante, bien entendu en termes de travaux, de fournitures ou de services. Et comme le professeur l'a indiqué, le contrat de marché public ainsi défini a plusieurs caractéristiques. Il doit d'abord être nécessairement écrit parce qu'il s'agit de l'intérêt général. Il s'agit non pas de l'intérêt d'un individu, mais de l'intérêt général, de l'intérêt de la collectivité qui a besoin d'une sécurité juridique maximale. Également, ce contrat-là doit être nécessairement à titre onéreux. En d'autres termes, un opérateur économique qui ferait, j'allais dire, un acte à titre gratuit au bénéfice d'une administration, cela ne saurait aucunement être appelé marché public. Un autre élément important qu'il est bon de rappeler, c'est qu'au niveau des marchés publics, évidemment, comme vous l'avez indiqué dans votre question, il y a des modes et procédures de passation qui sont, j'allais dire, réglementairement définis. Et bien entendu, le disant, il faut noter que la règle, puisqu'il s'agit de ressources publiques, la règle d'or en la matière est celle de l'appel d'offres ouvert. Appel d'offres ouvert. Pourquoi l'appel d'offres ouvert? L'appel d'offres ouvert, c'est cette modalité-là qui donne la possibilité à tout acteur, à tout opérateur économique, pour autant qu'il réponde aux conditions définies dans les différents cahiers des charges, de soumettre une offre. Parce qu'il faut le dire aussi, les marchés publics sont assis pour socle le budget de l'État. Alors donc, si vous me permettez, oui, je vous laisse rebondir. C'est en cela que la liberté d'accès est là. Autrement dit, il faut une liberté d'accès. D'accès à l'information, d'accès à l'information et d'accès au marché. D'accord. Ce qui veut dire tout simplement que si toute la population, ou tous les citoyens, ou tous les opérateurs, les soumissionnaires ont accès au marché, cela veut dire tout simplement qu'il rentre dans la concurrence. Et justement, c'était là aussi ma question. Une fois que l'État a présenté ses problématiques, ses préoccupations, comment est-ce que ces opérateurs-là sont informés qu'il y a des marchés à pouvoir? Parce que, je dis n'importe quoi, un opérateur peut être dans le nord de la Côte d'Ivoire alors qu'il y a un marché qui est disponible ici dans le sud. Comment est-ce qu'on fait pour les mettre tous au même niveau d'information? Disons que l'opérateur peut même être au-delà des frontières ivoiriennes. Il peut être en Chine. Comment est-ce qu'il a accès à l'information? Disons qu'en matière de marché public, étant entendu que la procédure est concurrentielle, l'information est capitale. Et donc, nous avons, au niveau des marchés publics, de manière à mettre de façon, j'allais dire, égalitaire l'information à la disposition de toute entreprise qui le souhaiterait. Nous avons un canal officiel que nous appelons le bulletin officiel des marchés publics, dans lequel la Direction générale des marchés publics, organe, j'allais dire, de l'État chargé du contrôle des marchés publics, justement, fait la publication de tous les avis d'appel d'offres. Les avis d'appel d'offres viennent énoncer, viennent publier tout ce qui est opportunité d'affaires à organiser au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc ce bulletin officiel des marchés publics, communément appelé journal des marchés publics, qui paraît tous les mardis, va donc publier tous les avis d'appel d'offres. Et au demeurant, nous avons également une publication qui se fait par voie électronique sur Internet, dans la publication au thème de laquelle nous énonçons, nous publions tout ce qui est appel d'offres à organiser en Côte d'Ivoire. De telle sorte qu'un opérateur qui serait, comme l'avait indiqué à Korogo, a priori, dès lors qu'il est abonné au journal des marchés publics, il a l'information de sa publication. Ou alors il a l'information sur le site Internet de la Direction générale des marchés publics. Alors au-delà de ça, il y a une question qui me vient. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées. Mais une fois que tout ça est mis en place, comment est-ce que le citoyen peut avoir un droit de regard sur toute cette procédure? La question de la transparence dans ce secteur. Comment est-ce que les citoyens peuvent analyser et observer tout ce qui se passe? Oui, je me permets de tourner vers vous. Merci. Bon, disons qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour renforcer la transparence. Déjà, je vous ai indiqué que du point de vue institutionnel, il faut noter que l'écosystème des marchés publics repose sur 3 grandes fonctions. La fonction de la passation, qui est celle qui est assurée par l'autorité contractante, une administration qui vient passer un marché. La fonction de contrôle, qui est de la compétence de la Direction générale des marchés publics, qui contrôle la régularité du marché qui est passé
par l'administration. Et bien entendu, nous avons la fonction de régulation. Fonction de régulation qui est assurée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Et vous voyez que l'organisation, j'avais dit, de façon tripartite et indépendante des fonctions, permet plus ou moins d'équilibrer les fonctions. Voyez-vous, un peu pour rejoindre un peu la thèse, la fameuse théorie de Montesquieu, oui. Voyez-vous, qui disait que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut faire en sorte qu'il y ait, par la séparation des pouvoirs, il y ait une sorte d'équilibre des pouvoirs. Voyez-vous. Et donc, en cela, il faut noter que pour ce qui est, par exemple, de la régulation, un citoyen qui aurait quelques griefs contre la procédure, notamment pour les cas concernant les atteintes à la réglementation, les cas de fraude, les cas d'irrégularité, les cas de corruption même, le code, les tests en vigueur lui ouvrent le droit de faire ce qu'on appelle une dénonciation anonyme. Ouais, une dénonciation anonyme. Et ce dispositif permet justement de juguler les ardeurs des parties, des acteurs en présence et bien entendu de discipliner ces acteurs-là de manière à renforcer la transparence. Mais également, il faut noter que pour ce qui est de la direction générale des marchés publics, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs en termes de contrôle, en termes de contrôle la qualité des offres qui sont soumises, de contrôle du niveau d'attribution, la qualité des attributions qui sont faites, de telle sorte que, par exemple, quand un marché est passé, dès lors qu'il atteint un certain seuil, le marché est soumis au contrôle de validation de la direction générale des marchés publics. Il va passer au peigne fin tout le processus de décision. Est-ce que c'est celui qui méritait d'être attributaire du marché qui a été attributaire du marché public? On dit que la DGMP émet ce qu'on appelle un avis de non-objection pour dire que l'attribution qui est faite par la commission est suffisamment transparente et qu'on peut aller à la phase de contractualisation. À défaut, la DGMP fait ce qu'on appelle un avis d'objection et invite la commission à revoir sa copie. Et donc, il y a ces dispositifs qui sont prévus et au demeurant, quand l'attribution est faite, même si la DGMP émet un avis pour dire que l'attribution est suffisamment transparente, une entreprise qui aurait quelques griefs contre la procédure, il lui est laissé le droit justement d'exercer un recours pour attaquer la procédure devant justement l'instance de régulation. Alors nous allons revenir sur les contentieux et comment cela se gère tout à l'heure un peu plus en détail. Mais parlons de développement durable. On voit un peu que c'est vraiment des termes vraiment en vogue. Comment associer ou bien comment intégrer la notion de développement durable au marché public en Afrique, professeur? Le terme est tellement joli, j'ai toujours aimé ça. Mais il faut quand même chercher à l'expliciter à travers un exemple. Nous connaissons un auteur qui s'appelait Malthus. Et Malthus parlait du niveau initial de la population. Alors, le niveau initial de la population était que les gens vivaient à l'aise. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, les biens, les services, les fournitures, et j'en parle. Mais la population s'est accrue. Quand elle s'est accrue, donc il y a eu une réduction totale de ce qu'ils avaient comme bien, de ce qu'ils avaient comme produit, ce qu'ils avaient comme fourniture et autres. Ça s'est complètement rabaissé. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Un élan naturel. Les gens ont commencé à être malades, c'est la famine, c'est tout ça. Et puis après, la population est revenue à son niveau initial. Je donne cet exemple pour dire que le développement, dans la première partie, on a le développement. C'est pourquoi la population s'était accrue. Deuxièmement, on a le développement en décadence. C'est pourquoi, tout simplement, il y a, comment on appelle ça, perte humaine, les gens s'en vont. Mais cela suppose que les individus dans un tel système doivent avoir la capacité de faire en sorte que le développement soit durable, que cela soit durable et non à court terme. Voilà un peu. Alors, mais si on veut l'impliquer dans la passation des marchés, comment vous intégrez le développement durable à la passation au marché public, justement? Je vous remercie. Je pense qu'avant de faire le lien entre marché public et développement durable, peut-être qu'il serait bon, en appoint de l'exemple très évocateur donné par le professeur Adio, il serait bon de bien percevoir la notion de développement durable.
La notion de développement durable, pour ce que nous savons, elle est apparue en 1980, notamment dans une publication de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, une ONG française. Et cela a été conforté en 1987, notamment par l'ex-première ministre norvégienne, Gro Harlem Brundtland, qui disait comme ça que le développement durable est ce développement-là qui répond aux besoins du présent sans pour autant hypothéquer, compromettre les capacités de développement des générations futures. Donc le développement durable, c'est ce développement-là qui est suffisamment responsable de telle sorte qu'il ne soit pas attentatoire aux intérêts de l'homme. Parce qu'il faut le savoir aussi, il faut le savoir, comme le disait Jean Baudin, économiste et philosophe français du XVIe siècle, il n'est de richesse que d'homme. Il n'est de richesse que d'homme. Le développement que nous faisons, qui se veut durable, il faut savoir qu'il est assis sur 3 piliers. L'économie, l'écologie, donc tenir compte des aspects environnementaux, et bien entendu le social, donc l'homme. Et donc ce développement durable-là, pour qu'il soit suffisamment durable, comme je l'ai indiqué, il faut qu'il soit suffisamment responsable. Au niveau des marchés publics, je pense qu'il est bon de le préciser. Au niveau des marchés publics, nous avons perçu cela parce qu'il faut savoir qu'avec le nouveau code des marchés publics, celui de 2019, nous avons intégré, le gouvernement ivoirien a intégré les standards internationaux et les bonnes pratiques internationales, au titre desquels on peut citer justement les achats publics durables. Et donc, le code des marchés publics, quand vous le prenez en son article 8, qui traite des principes fondamentaux, consacre le principe du respect de la réglementation en matière environnementale, économique, sociale et du travail. Donc, alors permettez-moi de vous couper sur ce point-là et demander, lorsqu'il y a des passations de marché, est-ce qu'il y a des clauses quelque part qui obligent ou qui imposent aux opérateurs qui vont bénéficier de ces marchés-là, il y a certaines conditions liées à l'écologie, à l'environnement justement? Bien entendu, comme je l'ai indiqué, il y a le code même, au-delà même des marchés, le code même dit, l'article 8 que je viens d'évoquer, il consacre le principe du respect de la réglementation en matière économique, environnementale, et sociale et du travail. Et mieux, cela est conforté par l'article 19.1 du Code des marchés publics qui, parlant de l'expression des besoins parce qu'un marché qui doit être passé, il part d'abord d'une expression des besoins. Je sens par exemple le besoin que ce cadre qui nous reçoit a besoin de davantage d'aération, a besoin de la climatisation. J'exprime un besoin. Et ce besoin qui est exprimé, j'ai besoin d'un climatiseur de tel niveau de capacité. Ce besoin qui est exprimé, pour qu'il soit satisfait, il faut tel climatiseur avec telle caractéristique. Le code dit, en son article 19.1, que les besoins qui sont exprimés doivent être en conformité avec les normes environnementales, sociales. De telle sorte que nous puissions faire des achats durables. Voyez-vous. De telle sorte que, quand un appel d'offres est lancé, cela, justement, tirant conséquence de cette disposition du Code des marchés publics, cela est retranscrit dans ce qu'on appelle le dossier d'appel d'offres, qui n'est autre chose que le dossier de mise en concurrence, le dossier de concours. Voyez-vous. D'accord, beaucoup plus explicite, mais nous arrivons pratiquement au thème de cette émission. Mais on va revenir sur vraiment un point assez fondamental quand on parle de contrôle. Il y a ces histoires de corruption. C'est vrai que personne, en tout cas beaucoup d'organisations sont impliquées dans ce secteur. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à freiner ou bien à vraiment éradiquer la corruption dans le secteur des marchés publics, dans la passation des marchés publics? Pour y répondre, je voudrais quand même revenir sur un point qui m'a semblé important, surtout dans le développement. Et ce point, comme il a dit tout à l'heure, M. Brault, monsieur le directeur, bien sûr, a parlé du cadre social. Cadre social égale cadre environnemental. Ça, c'est très important. Et que ça touche tout ce secteur-là. Et lorsqu'on parle de marché public aussi, on parle surtout des individus susceptibles de faire partie de ce marché. On peut dire il y a des sans-emploi, il y a des chômeurs, et ainsi de suite, pour l'exécution du marché. Participation des individus. Participation des individus.
Même s'ils ne sont pas nombreux, déjà, c'est cela. C'est ça. Alors la partie surtout c'est surtout la durabilité. Il est durable parce que des gens viennent, ils s'en vont, d'autres viennent, et ainsi de suite. Où il y a un renouvellement de l'entreprise ou bien du marché, il y a un développement du marché, il y a une réflexion du marché. Comme tout à l'heure, on parlait de sensibilisation. C'est un peu ce que je veux dire. Vous voyez, non? Donc c'est important. Alors, et en second temps, aujourd'hui, on voit l'intégration de la société civile. Mais la société civile n'est pas composée seulement des individus. Comme je disais, il y a des associations. Comme je le dis, il y a comment on peut appeler ça, les organismes qui se sont installés pour le bienfait de l'individu, pour le bien-être de la population. Et ces organismes, on en a plusieurs, qui doivent participer à ces marchés publics, bien sûr, à la mise en place des marchés publics, et qui doivent même, et je vais plus loin, faire partie de la commission, pour la mise en place du budget, et même quelquefois pour l'exécution du projet, parce que ces organismes peuvent permettre à des Ivoiriens, à des citoyens, implication citoyenne, de participer effectivement à la chose publique. Et ça, c'est important. Bon, je voudrais ajouter ça et maintenant répondre à votre question. La corruption, très rapidement. Alors la corruption, comment est-ce que les populations, les citoyens peuvent freiner ce volet corruption au sein de ces passations de marché? Très bien, rapidement, 30 secondes. Une seconde. Lorsqu'il y a une mauvaise gestion, lorsqu'il y a un détournement, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un détournement et une mauvaise gestion, c'est vrai, la mauvaise gestion, c'est quoi? Lorsque je viens vous dire, je vous donne 100 millions de francs, donnez-moi ça. Et puis après, je ne fais absolument rien avec ce que vous m'aviez donné, parce que je sais que je donne de l'argent, je pourrais en donner encore. Un exemple banal pour montrer effectivement, il y avait un grand opérateur économique, n'est-ce pas, qui avait un grand établissement. Ce monsieur, lorsqu'il recevait l'argent que l'État lui donnait, il le ramenait à ceux qui lui donnaient des étudiants, par exemple. Il est décédé, ce monsieur, donc je peux en parler. Voilà. Et voilà, de sorte qu'il puisse en avoir toujours. Ce qui veut dire qu'on pouvait orienter n'importe qui, faire en sorte à ce qu'il y ait des étudiants pour que ceux qui sont pris dans la paupérisation puissent en bénéficier. Et c'est cela. C'est cela. Donc cette gangrène de corruption, elle va très loin. Elle va très loin. Elle touche même les familles. Elle touche les familles. Seulement, dans la passation des marchés publics ou dans les marchés publics, il est important pour nous de faire attention pour un marché public. Ne pas donner parce qu'il faut donner. Tout à l'heure, mon collègue a parlé, M. Brou, donc le directeur M. Brou, a parlé tout à l'heure de la garantie. Vous avez bien suivi, de la garantie. Si la garantie ne suffit pas, voulez-vous qu'on vous donne un marché, qu'on vous concède un marché, qu'on passe un contrat administratif avec vous? Non. Non. On prendra effectivement celui qui a la garantie nécessaire, qui apporte la garantie nécessaire, de sorte qu'il n'y ait pas de corruption, de sorte qu'il n'y ait pas de vol. Et ça, c'est important. Je vous remercie. Merci en tout cas pour votre contribution, M. Brou, Yaopol. Si je vous laisse 30 secondes pour conclure, comment vous luttez contre la corruption? Quelles sont les perspectives des marchés publics? Bon, disons que pour ce qui nous concerne au niveau du ministère du budget, du portefeuille de l'État, et particulièrement au niveau de la direction générale des marchés publics, nous pensons que beaucoup d'efforts ont été faits de nature à lutter contre la corruption. Je vous ai présenté tout à l'heure le dispositif mis en place pour contrôler la qualité de l'attribution des marchés, mais également il faut noter que le système il est organisé de telle sorte que, avec cette organisation en trois piliers que j'ai présentés tout à l'heure, s'il y a des risques de corruption, s'il y a des faits de corruption qui sont notés, il est bon que la population
saisissent les organes compétents, notamment saisir l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, saisir même la Direction générale des marchés publics, et pourquoi pas même le ministère du budget de portefeuille de l'État. Alors, quelle est la procédure pour saisir ces institutions? Juste des courriers, des mails, des appels? Oui, je vous ai indiqué tout à l'heure que, relativement aux atteintes à la réglementation, notamment la corruption, même une dénonciation anonyme suffit pour que nous puissions nous saisir de ces faits-là. Mais également, il faut noter qu'il y a un dispositif répressif qui a été défini par les textes en vigueur, qui permet justement de sanctionner de toutes sortes de sanctions, sanctions administratives, sanctions procédurales et même sanctions pénales, parce que la corruption est un délit pénal, et donc justement pour réprimer ces faits de corruption. Je vous remercie. Alors merci encore monsieur, vraiment une demi-heure, c'est très peu pour épuiser ce thème tellement passionnant, marché public et implication citoyenne. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Nous étions avec le directeur de la réglementation et des régimes particuliers, monsieur Brou Yaopol, et le professeur Adjogebi Noël. Merci encore pour vos contributions. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.